Ce fut une aventure intense, mais la saison 3 est maintenant terminée. Voici ma dernière critique pour cette saison en vous remerciant d'avoir partagé ces moments ensemble. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Au fil de cette troisième saison, la préquelle de Game of Thrones a offert du feu et du sang, avec des batailles, plus de dragons que jamais, et des développements de personnages qui nous ont laissé bouche bée. Tout a mené à ce moment. La reine Rhaenyra sombre dans ses travers les plus sombres, tandis que la bataille de Chutebourg se joue à quelques jours de chevauchée de Port-Réal. La saga Game of Thrones perpétue une grande tradition, celle de proposer, à la télévision, des batailles dignes du cinéma. La bataille de Chutebourg mérite amplement sa place aux côtés des meilleures batailles de la saga. Toutefois, le final de la saison est bien plus qu'une simple bataille spectaculaire, ce qui le rend d'autant plus remarquable. Avec une durée de 70 minutes, le final compte parmi les épisodes les plus longs de toute la série à ce jour. Cette durée imposante est amplement justifiée, s'agissant sans conteste de l'épisode le plus ambitieux que la série ait produit jusqu'ici concernant la danse des dragons, tant par sa qualité de production que par l'ampleur de son récit. Nous avons énormément de choses à dire, alors ne perdons pas plus de temps avec les préliminaires. L'épisode final s'ouvre sur le grand maître Orwyle se précipitant vers la chambre de Rhaenyra porteur d'un message urgent arrivé par Corbeau. Aegon II est en vie, il a refait surface, son dragon blessé Feu du Soleil à ses côtés. Comme on pouvait s'y attendre, cette nouvelle plonge Rhaenyra dans une crise de panique totale. Elle fait irruption dans la chambre de Daemon alors que celui-ci se prépare pour la bataille imminente de Chutebourg. S'emportant sur le fait que ces sujets attendaient ce genre de nouvelles concernant Aegon et qui sont déjà rassemblés devant le Grand 7 pour célébrer le bon présage de sa résurrection. Daemon accueille les craintes de la reine avec un calme imperturbable. Il est plus âgé, plus aguerri et plus habitué aux épreuves mettant en péril sa vie et son rang que sa nièce et épouse. C'est ton épreuve, insiste-t-il en haut valérien alors qu'elle se plaint de devoir affronter une série de défis qui lui sont imposés. Et il a raison, c'est le moment charnière où Rhaenyra doit soit se montrer à la hauteur, soit céder. Malheureusement pour elle et pour le royaume tout entier, la situation tourne encore plus mal que quiconque aurait pu le prévoir. Le final de la saison marque la bascule totale de Rhaenyra dans la tyrannie. Avant cela, je craignais que la série n'ait pas l'audace d'assumer pleinement l'évolution du personnage vers le rôle de méchant décrit dans le livre. La série ayant pris l'habitude d'épargner les personnages malgré leur acte monstrueux passé. Cette crainte a désormais été complètement balayé. Non seulement le final nous montre une Rhaenyra plus sombre que jamais, mais il va encore plus loin que ce à quoi je m'attendais, le tout porté par une interprétation magistrale d'Emma Darcy. Je ne doute pas un instant qu'elle mérite une nomination au Emmy Award pour sa prestation cette saison, et cet épisode final en est la parfaite illustration. Les atrocités commises par Rhaenyra se multiplient rapidement après sa rencontre avec Daemon, qui demeure son unique refuge au milieu du chaos. Dès le départ de ce dernier pour Chutebourg, Rhaenyra bascule. Elle est d'abord confrontée à sa belle-fille, Baela. Celle-ci lui dit enfin ses 4 vérités, dénonçant avec une lucidité implacable la façon dont Rhaenyra se sert de ceux qui la servent avant de les rejeter. Cette franchise déclenche chez Rhaenyra une fureur froide et impassible. Elle saisit brutalement le visage de Baela et pour souligner l'écart de rang qui les sépare, renoue avec le nous de majesté tout en réprimandant la jeune dragonnière pour son insolence. C'est le signe avant-coureur de bien pires événements à venir. On apprend plus tard que la reine prive Baela de sortie et ordonne qu'elle reste confinée dans ses appartements. Adam de Karen et Hugues Marteau reçoivent l'ordre de monter la garde à Port-Réal et à Fosse-Dragon avec leurs dragons, au cas où Aegon ou Aemon attaqueraient la ville. C'est un nouveau signe de la paranoïa grandissante de Rhaenyra, une attitude qui se retournera contre elle à la fin de l'épisode lorsque Hugues prendra une décision fatidique l'éloignant définitivement du camp des Noirs. La prochaine personne à subir le courroux de Rhaenyra est Mysaria, sa maîtresse des chuchoteurs, qui avait mis à profit son expérience passée de prostituée pour séduire Rhaenyra à la fin de l'épisode précédent. Et si vous pensez que cela mènerait à un lien plus profond entre les deux femmes, détrompez-vous. Rhaenyra envoie sa dame de compagnie Elinda Massé expulser Mysaria du Donjon Rouge. La reine a réservé une traversée pour Pentos à son ancienne espionne en chef et exige son départ sans même lui dire au revoir. Il est intéressant de noter que Elinda se montre tout aussi bouleversée et désemparée que Mysaria dans cette scène. Personne ne sait ce que Rhaenyra va faire ensuite et il est fascinant d'observer comment chacun réagit, soit en se laissant intimider, soit en tenant tête. Si la déchéance de Rhaenyra a un côté positif, c'est qu'elle offre à d'autres personnes que Baela l'occasion de dire enfin à la reine ce qu'elle pense de la façon dont le pouvoir l'a corrompue.
La suivante est Elaena, la demi-sœur de Rhaenyra. Alors qu'elle regagne l'intérieur après une brève escapade dans le bois sacré, Elaena croise Mysaria, elle aussi escortée par des gardes. Mysaria profite de l'occasion pour semer le trouble dans les plans de Rhaenyra en révélant à Elaena que Aegon, son frère et époux, est en vie et que la reine ne fera jamais de leur enfant à naître autre chose qu'un otage destiné à maintenir Aegon en position de faiblesse. Bien entendu, juste avant de croiser Mysaria, Elaena aperçoit dans la cour du Donjon Rouge la jument blanche et la charrette apparue dans son rêve. Une vision qui m'a glacé le sang, car elle confirmait ce que nous redoutions tous. Cet épisode est le dernier pour Elaena. Au passage, je ne peux m'empêcher de me demander si la série a ajouté cet élément concernant Mysaria après la violente critique publiée par George W. Martin sur son blog en 2024. Il y déplorait que la série prévoit de faire mettre fin à ses jours à Elaena sans raison particulière, tout en confirmant que sa propre version des faits, tirée du livre, impliquait que Mysaria pousse Elaena à bout en lui révélant une information dévastatrice. J'imagine que si la série avait prévu cette approche dès l'élaboration du plan initial présenté à Martin, il ne se serait pas exprimé ainsi. Si l'on ajoute à cela la grossesse d'Elaena, tout cela ressemble fort à une tentative de rattrapage. Rhaenyra retrouve Elaena dans la pièce où elle est retenue prisonnière. Elle tente d'engager une conversation anodine pour la mener en douceur à s'alimenter. De son côté, Elaena est enfin prête à dire à Rhaenyra ce qu'elle pense de ses agissements odieux. J'ai beaucoup aimé la façon dont Elaena décrit un scarabée qu'elle trouve magnifique, une espèce propre à Port-Réal, car elle se nourrit des quantités considérables d'excréments jonchant la ville, pour ensuite retourner la situation contre Rhaenyra. Elle lui fait comprendre que cette dernière se moque bien de cette particularité de l'écosystème urbain, tout comme elle se désintéresse de tout ce qui ne sert pas ses propres intérêts. C'est alors que survient le signal d'alarme le plus inquiétant de l'histoire de Rhaenyra à ce jour. Elle ordonne à ses gardes de nourrir Elaena de force. Les pires craintes de Alicent pour sa fille se concrétisent. Rhaenyra est déterminée à maintenir Elaena et l'enfant en vie pour s'en servir comme moyen de pression sur Aegon, et ce, par tous les moyens nécessaires. Le fait de la voir commettre un acte aussi atroce à l'encontre de l'un des rares personnages de la série a suscité une totale sympathie permet de souligner avec force jusqu'où elle a basculé. La réalisation d'Andrzej Parek mérite ici une mention spéciale. La manière dont la caméra s'attarde sur Rhaenyra vue de dos, après le refus de manger de Elaena, capturant cet instant de silence où la reine décide de céder à ce nouvel abus de pouvoir, et c'est magistral. Rhaenyra a encore des horreurs à commettre dans cet épisode, mais délaissons pour l'instant Port-Réal afin d'évoquer quelques-unes des autres intrigues de ce final XXL. Rassurez-vous, nous retrouverons la Reine Noire plus tard lorsqu'elle embrassera pleinement sa nouvelle identité de Visenya réincarnée, ou de Megor avec des loches, surnom sous lequel l'histoire de Westeros finira par la connaître. Malgré la paranoïa de Rhaenyra quant une éventuelle attaque de la capitale par Aemon et Aegon sur le dos de leur dragon, la réalité est qu'aucune menace de ce genre ne plane pour l'instant. Rhaenyra ayant envoyé Alicent empoisonner son fils à Harrenhal lors de l'épisode précédent, elle savait pertinemment que Aemon et Vhagar ne s'y trouvaient pas ensemble. Toutefois, Rhaenyra ignorait tout de la situation réelle de Aemon. Si elle avait su, elle aurait peut-être agi différemment. Sortant de la torpeur causée par le poison de Alicent, Aemon se retrouve sous la surveillance de Alice Rivers, cette sorcière qui semble prendre l'habitude de lui sauver la vie. Aemon déplore aussitôt avoir été empoisonné par sa propre mère et se lamente sur la malédiction qui le condamne à une solitude absolue pour avoir tenté de tuer son frère. Alice lui répond qu'elle s'y connaît, elle aussi, en matière de malédiction et de solitude. Elle se confie à Aemon et lui révèle une vérité stupéfiante. Elle fut jadis l'épouse de Harren le Noir, ce redoutable seigneur de guerre qui fit bâtir Harrenhal plus d'un siècle auparavant. Son fils périt brûlé par le feu d'un dragon lorsque Aegon le Conquérant détruisit la forteresse. En tentant de le sauver grâce à des magies anciennes, Alice s'infligea, accidentellement, une malédiction la condamnant à l'immortalité et à rester à jamais liée au conflant. Alors oui, c'est beaucoup. Il s'agit d'éléments inédits qui n'avaient jamais été révélés dans les écrits de George W. Martin. Difficile de dire si cela vient de Martin, Tim Michael, son assistant d'écriture de longue date, est co-scénariste de cet épisode, ou si la série a inventé cet aspect, mais quoi qu'il en soit, j'ai trouvé que cela fonctionnait à merveille pour le personnage de Alice. La confession déchirante d'Alice est magnifiquement interprétée par Gayle Rankin, qui livre ici sans doute sa meilleure performance de la saison. C'est un véritable tournant dans la relation entre Aemon et Alice. Il accepte pleinement comme partenaire et lui témoigne une tendresse dont on n'aurait jamais cru le prince Born capable au début de la saison. Cela illustre parfaitement le chemin qu'il a parcouru, tant sur le plan personnel que dans sa relation avec Alice. La romance n'est pas la seule chose qui attend Aemon dans le final de la saison 3. Il finit par sortir de sa torpeur au son de battements d'ailes résonnant dans le château. Un dragon est arrivé. Tout comme les spectateurs, Aemon pense qu'il s'agit de sa monture capricieuse, Vhagar, et se précipite à travers le château vers l'immense salle principale. Cependant, ce n'est pas Vhagar, mais Feu du Soleil. La série fait le choix judicieux de laisser le dragon mutilé en grande partie dissimulé dans l'ombre, tandis que Aegon s'avance en
boitant pour affronter son frère. Feu et Sang ne laisse jamais entendre que Aemon et Aegon se sont revus après la prise de Port-Réal par Rhaenyra, mais pour la version de ces personnages proposés par la série, je pense que cette scène était indispensable. Aemon s'effondre à genoux devant son frère, il est venu à Harrenhal avec l'intention de tuer son cadet pour l'avoir brûlé au feu de dragon et avoir tenté d'usurper son trône. Au lieu de cela, il découvre que Aemon a perdu toute trace de défiance, et pire encore, qu'il est rongé par le remords. Tom Glynn-Carney livre constamment l'une des meilleures interprétations de la série, et c'est plus vrai que jamais dans sa dernière scène de la saison 3. Il livre les répliques les plus drôles de l'épisode, traitant Aemon d'imbécile et déclarant de façon chaotique « Je suis en vie », tel le Joker de Batman. C'est un véritable plaisir de voir Glynn-Carney dans ce rôle, et ce rire, mon Dieu, difficile de l'oublier. Aemon souhaite obtenir le pardon de son frère et est prêt à faire les efforts nécessaires pour y parvenir. Aegon ne s'y attendait pas, mais l'aide de son frère lui serait utile. Il laisse donc, à contre-cœur, la porte ouverte pour l'instant, annonçant qu'ils quitteront Harrenhal ensemble pour retrouver Vhagar. Leur objectif, se rendre à Chûtebourg et remettre dans le droit chemin d'Aeron, ce connard de frère cadet, qu'Ormund a proclamé roi en l'absence de Aegon et de Aemon. Aegon fait également la connaissance d'Alice Rivers, que Aemon présente pour la première fois comme sa promise. Quelle façon originale de faire sa demande. Ces retrouvailles sont tout ce que j'espérais et elles placent Aegon et Aemon dans une situation fascinante. Bien entendu, ils n'atteignent pas Chûtebourg avant le générique de fin et il est peu probable qu'ils auraient pu changer le cours de la tragédie qui s'y joue, même s'ils y étaient parvenus. Pour l'heure, nous laissons nos frères Targaryens avec une relation en voie de guérison, ce qui est assez surprenant. J'ai très hâte de voir ce que la saison 4 leur réserve, d'autant plus que cet épisode a pris la décision inattendue d'écarter Vhagar de l'intrigue. Nous n'avons pas vu le dragon de Aemon depuis l'épisode 2 et nous ne le reverrons pas avant la diffusion de la saison 4 prévue pour 2028. Tournons enfin nos regards vers Chûtebourg qui occupe la majeure partie du temps d'écran de ce final, et ce pour une bonne raison. Comme c'est souvent le cas pour les meilleurs épisodes de bataille de Game of Thrones, une longue phase préparatoire précède le début des affrontements proprement dits. Ce laps de temps permet à plusieurs personnages d'atteindre des tournants décisifs, tandis que d'autres manœuvrent sur l'échiquier politique jusqu'à ce que les flèches fusent, que les haches s'abattent et que les dragons crachent le feu sur tout ce qui se trouve sur leur passage. Nous suivons les préparatifs de la bataille du point de vue des deux camps. À Chûtebourg, Ormund décide d'adouber son pupille d'Aeron afin que ce dernier puisse partir au combat avec un titre de chevalier en bonne et due forme. Sœur d'Aeron le Hardy. Cette scène m'a semblé assez arbitraire. D'ordinaire, à Westeros, on est adoubé après avoir accompli des actes héroïques au combat, et non avant. C'est le cas pour d'Aeron dans le livre, où il reçoit l'adoubement après avoir sauvé la mise lors de la bataille de l'Hydromel. Ici, la scène donne l'impression d'avoir été ajoutée sans raison particulière. Cela dit, j'apprécie que l'on sache que Ormund a déjà commencé à utiliser le surnom de d'Aeron le Hardy à des fins de propagande aporéale. Cela nous donne un aperçu du caractère factice de cette cérémonie pour son pupille. Cette idée est d'autant plus frappante lorsque d'Aeron, Ormund et Gwen se rendent sur les remparts pour observer l'armée des Noirs se rassembler devant les portes. d'Aeron devine que Ormund est préoccupé. Il s'agit de l'absence imprévue de Ulf, qui est en train de s'enivrer dans une taverne locale, mais son attention est détournée de ce mystère par l'arrivée d'enfants au pied du rempart. Oui, Ormund, paragon du vertu et d'horreur, utilise des enfants comme boucliers humains dans cet épisode. Lamentable. J'apprécie particulièrement la façon dont cela souligne l'hypocrisie de Ormund, qui est chevalier autant que seigneur. Nous venons de le voir adouber d'Aeron, prononçant notamment le serment de protéger toutes les femmes et tous les enfants. Les agissements de Ormund démontrent ici le peu d'importance que lui et son entourage, à l'instar de Jon Roxton, font de ce vœu. Quant à Ulf, il a le droit à une scène avant la bataille qui prépare parfaitement le terrain pour son absence. On l'y voit s'enivrer tout en se vantant auprès des habitants que Daemon est trop lâche pour utiliser son dragon. Si Ulf est un personnage assez sombre dans le livre, il s'est généralement montré très attachant dans la série. J'apprécie de le voir s'endurcir au fil de cet épisode et du précédent alors qu'il prend conscience de sa propre valeur dans le conflit, au point de pouvoir changer de camp. S'il ne s'était pas autant saoulé au point de s'évanouir sur des toilettes à proximité, nous aurions peut-être même pu le voir récolter les fruits de cette trahison. Alors que Ulf s'enivre jusqu'à perdre la raison et que Ormund met à exécution ses plans moralement condamnables, Gwen, le chevalier le plus honorable du camp des Verts, imagine une autre solution. Avec d'Aeron, il libère Corlys de sa cellule en ville et le ramène au noir, en signe de bonne foi, espérant ainsi négocier une issue autre qu'une bataille qui ferait des milliers de morts. Au-delà des murs, le camp des Noirs rassemble ses forces. L'arrivée de Daemon et de son dragon remonte le moral de l'armée du Conflant. Lord Oscar Tully, Roddy la Ruine et Ali la Noire sont tous présents et impatients d'en découdre, surtout après que Sir Criston Cole a retardé leur arrivée de 2 semaines entières. La réaction de Daemon lorsqu'il apprend la mort de Criston est savoureuse. Il s'enquiert des circonstances du décès et lorsque Roddy répond que le faiseur de roi a connu une fin misérable, le prince Targaryen esquisse un sourire en coin. Dans l'ensemble, cet épisode est excellent pour Matt Smith et Tommy Flanagan.
Regan. Les deux acteurs tirent le meilleur parti de chaque scène et de chaque réplique. La prestation de Smith, en particulier, compte sans doute parmi les plus marquantes de toute la série à ce jour. Le camp des Noirs prévoit initialement d'incendier les remparts avant de prendre la ville d'assaut, mais il change de tactique après avoir aperçu des enfants parmi les défenseurs. Il est convenu que Roddy et ses loups de l'hiver chargeront et escaladeront les murailles pour ouvrir les portes. Daemon et son dragon avanceront par le centre pour fournir un appui-feu là où cela sera possible. Enfin, les troupes d'Oscar Tully perceront au niveau de la poterne, un point faible qui n'avait jamais été pleinement fortifié lorsque les Hightower avaient érigé des défenses supplémentaires autour de la ville. Cette stratégie est aussi captivante que remarquablement cohérente pour une bataille de série fantastique, tout en étant teintée d'humour grâce aux commentaires pleins d'ironie de Roddy et de Ali. Il convient de s'arrêter un instant pour en dire un peu plus sur les loups de l'hiver, car la série a pris la décision singulière d'omettre un élément crucial et très marquant de l'histoire originale du livre, expliquant pourquoi l'armée du Nord est exclusivement composée d'hommes âgés. Dans le premier épisode de la saison 2, Cregan Stark explique à Jacaerys qu'il ne peut se permettre d'envoyer ses meilleurs soldats au sud pour la guerre. Ils sont indispensables au Nord pour monter la garde au cas où une menace franchirait le mur et pour aider leur famille à survivre à l'hiver. À la place, il dépêche 2000 vétérans aux cheveux gris, les loups de l'hiver. La logique derrière ce contingent est qu'ils ne s'attendent pas à survivre à l'hiver de toute façon. En partant faire la guerre au sud, ils soulagent leur famille tout en contribuant à l'effort de guerre. Les loups de l'hiver envisagent leur campagne comme un aller simple, ce qui explique l'importance accordée à l'idée de mourir avec gloire. Mais comme le soutient Daemon, la mort glorieuse de Roddy doit survenir après qu'il a ouvert les portes. Toutefois, avant que la charge ne puisse avoir lieu, Gwen arrive en compagnie de Corlys et une entrevue désespérée s'engage. La négociation entre Daemon, Gwen et Corlys constitue un moment fort et inattendu de l'épisode, grâce à un scénario percutant, une interprétation magistrale de tous les acteurs et une mise en scène soignée. Avant même que Gwen ne prononce un mot, il est évident que ce pareil l'expose à un péril extrême. Il se tient derrière Corlys, s'en servant presque comme d'un bouclier, tout en exposant sa proposition désespérée à Daemon. Scinder les 7 couronnes en deux, Rhaenyra régnant sur les terres au nord du Trident, tandis que Daeron gouvernerait le sud depuis Villevieille. Daemon est manifestement opposé à cette idée et la situation de Gwen devient de plus en plus périlleuse. En revanche, Corlys a l'occasion de s'illustrer en tant que main de Rhaenyra et négociateur le plus pondéré des deux camps. Il suggère que Rhaenyra gracie Daeron et le nomme Seigneur suprême du Bif. Ce titre, inférieur à celui de roi, permettrait de préserver l'unité du royaume tout en offrant à Daeron et à ses partisans une issue honorable pour se rendre. C'est un plan qui ne satisfait pleinement personne, ce qui témoigne de la qualité du compromis. J'apprécie beaucoup l'intégration de cette conversation à ce stade. L'idée d'un découpage du royaume est directement tirée du livre, à la différence près que, dans l'œuvre originale, c'est Alicent Hightower qui la propose désespérément à Rhaenyra après avoir appris que la Reine Noire a envoyé des dragons à Chutebourg et aux trousses de Aemon dans le conflant. Cette mise en scène confère au dilemme des enjeux bien plus considérables et le rend par ailleurs bien plus plausible que dans le roman. Bien entendu, les choses ne se passent pas comme prévu, Daemon rejette l'offre, manquant d'étrangler Gwen à mort avant de le revoyer en hâte vers la ville et informe Corlys que la bataille aura lieu comme prévu. Lorsque Corlys tente de le raisonner pour trouver une issue qui n'entraînerait pas une hécatombe, Daemon ordonne à ses gardes de traiter le serpent de mer comme un prisonnier. Un geste révélateur de l'état d'esprit de Daemon à ce moment précis. Rhaenyra n'est pas la seule à céder à ses ténèbres intérieures dans cet épisode. Une autre pièce importante complète ce puzzle, Ulf Blanc. Tout comme Hormoon, Daemon cherche à savoir où se trouve Ulf, car ce bâtard est censé protéger leurs arrières aux commandes de son dragon. Rhaenyra ne voulait pas que des dragons soient utilisés contre la ville, mais la présence de Ulf et d'ailes d'argent reste cruciale pour la défense. Or, Ulf est introuvable, bien que son dragon demeure sans surveillance. Daemon a toutefois une autre surprise en réserve du côté des dragons, Vermithor qui fond sur les lieux alors que la bataille s'engage. Le prince vaurien veut savoir pourquoi Hugh a déserté son poste à Port-Réal, mais il n'en a jamais l'occasion, car la bataille de Chutebourg a enfin commencé. Avant d'aborder le cœur de l'action, revenons un instant à Port-Réal où une scène spectaculaire se déroule au moment même où les loups de l'hiver se ruent vers les portes de la ville. Apprenant que la foule des petites gens s'est rassemblée devant le grand septuaire pour écouter le grand septon prêcher sur le retour de Aegon, Rhaenyra prend une décision lourde de conséquences. Elle s'y rendra en personne pour contraindre le grand septon à la proclamer reine devant cette même foule, transformant ainsi l'événement en un couronnement improvisé. Pour l'occasion, elle revêt une armure complète aux couleurs des Targaryens, noir et rouge, une coiffe de mailles lui couvrant la tête tandis que sa couronne repose sur son front. Cette allure est extrême et c'est manifestement l'effet recherché. Mais loin de conférer à Rhaenyra l'image d'une force de la nature intimidante, cette tenue la rend presque ridicule. Une impression qui, à la fin de la séquence, se confirme de manière glaçante.
Rhaenyra prend la route en compagnie de Alynh et d'une garde d'honneur Velaryon, ce dernier ayant confirmé sa légitimité en tant que successeur de Corlys afin de rallier ses troupes à la cause de la reine, plutôt que de les laisser partir pour Chudebourg dans une vaine tentative de libérer leur seigneur. Elle emmène également son jeune héritier, Joffrey, celui-ci est enfin éveillé et actif dans cet épisode, après n'être apparu qu'à de rares reprises alors qu'il dormait durant la moitié de la saison. C'est un plaisir de voir enfin Rhaenyra échanger avec son fils, même si la manière dont elle oriente la conversation vers la prophétie du champ de la glace et du feu semble plus inquiétante que rassurante. Rhaenyra se dirige droit vers le grand septuaire, elle y fait irruption avec Alynh et ses soldats pour exiger que le grand septon la proclame reine devant la foule. Il refuse, arguant qu'il a déjà consacré Aegon et que ce dernier s'est relevé. Quel signe plus manifeste les dieux pourraient-ils donner pour désigner le roi légitime? Le face-à-face entre Rhaenyra et le grand septon constitue l'un des moments les plus marquants de la saison pour le personnage. Elle n'a jamais autant incarné une figure de méchante que lorsqu'elle manipule Alynh pour qu'il assassine le chef de la foi, tout en raillant la vacuité de ce lieu de culte aux yeux de ceux qui portent le sang de la vieille Valyria. Le grand septon, quant à lui, fait preuve d'un héroïsme surprenant. Il reste fidèle à ses convictions, au péril de sa vie. J'avais du mal à saisir le raisonnement de Rhaenyra à ce moment-là. Il est impossible que l'assassinat du grand septon de la foi des Sept ne se retourne pas immédiatement contre elle. Cela dit, cette décision s'inscrit dans la continuité de la gestion imprudente dont Rhaenyra a fait preuve tout au long de la saison. Tout cela devient flagrant lorsqu'elle sort du set pour s'adresser à la foule. Cette scène établit un parallèle évident avec l'épisode 3, où Rhaenyra distribuait du pain au peuple sous le regard approbateur de Mysaria. Ici, Rhaenyra prononce un grand discours sur la prophétie du champ de la glace et du feu et sur la nécessité de protéger le royaume d'une menace venue du Grand Nord. Des propos qui la font passer pour une folle furieuse. Torren Mandarly est le premier à jeter un regard gêné en direction de la reine. Originaire du Nord, il est sans doute la personne la mieux placée pour avoir un avis tranché sur la réalité des marcheurs blancs et autres créatures du genre. Mysaria observe la scène depuis la foule, après s'être soustraite à sa garde dans la confusion du cortège de Rhaenyra, son expression méfiante est bien loin de la fierté qu'elle affichait pour la reine plus tôt dans la saison. Tout cela culmine avec une réplique qui m'a fait grimacer. Rhaenyra se proclame elle-même le prince qui fut promis. Cette prophétie est un élément central de la saga Le Trône de Fer, et bien sûr de la série Game of Thrones. Le spectateur sait qu'elle ne concerne en rien Rhaenyra, ce qui rend son délire d'autant plus accablant. Cette scène met en lumière tout le génie de la séquence. Lorsque Rhaenyra quitte le donjon rouge en armure, on ne sait pas très bien si la scène est censée susciter l'enthousiasme du public. Lorsqu'elle se rend au septuaire, il est difficile de dire si elle agit en souveraine impitoyable, mais efficace, tel que Daemon l'a encouragée à le devenir tout au long de la saison, ou en despote incontrôlable. Mais lorsqu'elle finit par clamer haut et fort le chant de la glace et du feu, devant les petits gens de Port-Réal, le véritable enjeu de la scène apparaît clairement. Rhaenyra cède à ses ténèbres et au désespoir, ce qui la fait paraître instable, peu fiable et quelque peu ridicule aux yeux de la population qu'elle espérait rallier à sa cause. J'ai eu quelques réserves concernant certains choix d'écriture de la saison 3, mais je trouve que Ryan Condal et Tim Michael ont parfaitement réussi le parcours de Rhaenyra dans cet épisode, porté, bien entendu, par une Emma Darcy qui a enfin pu se lâcher en incarnant la Reine Noire dans toute sa fureur. Je n'ai jamais été aussi impatient de voir ce qui l'attend par la suite. De retour à Chudebourg, la bataille éclate lorsque les loups de l'hiver se ruent à l'assaut des remparts. J'ai eu des frissons lorsqu'ils ont commencé à frapper leurs boucliers à l'unisson, rappelant aux spectateurs que les vassaux de la maison Stark comptent parmi les maisons les plus impressionnantes de Westeros. La bataille elle-même est une séquence épique qui occupe toute la dernière partie de l'épisode et mérite tous les éloges, à bien des égards. Qu'il s'agisse de la férocité avec laquelle les loups de l'hiver tentent de s'emparer de l'enceinte extérieure sous une pluie d'huile enflammée de pierre, de l'avancée de Daemon sur son dragon vers les portes, de la lutte désespérée de Daeron pour libérer son dragon Tessarion, ou des combats brutaux au cœur de la bourgade, les moments forts ne manquent pas. Ce qui me frappe particulièrement, c'est la grande cohérence de l'écriture de cette séquence de bataille, surtout si on la compare à certaines de celles que l'on a vues dans Game of Thrones. Certes, tout ne se passe pas comme prévu, comme lorsque les loups de l'hiver échouent à ouvrir la porte à cause de l'intervention des chevaliers de Jon Roxton. Mais la série parvient si bien à nous faire suivre le déroulement des opérations que tout cela reste clair et logique, même au plus fort du chaos. En fin de compte, ce sont Daemon et son dragon qui parviennent à ouvrir la porte, au cœur d'une scène oscillant entre l'horreur et le pur divertissement. Alors que le dragon approche, les hommes de Hormoon poussent un groupe d'enfants devant la porte pour la défendre. Daemon leur ordonne de s'écarter, mais finit tout de même par embrouiller les deux qui refusent de bouger.
Ensuite, le dragon fracasse la porte de son museau pour rugir au visage des soldats de la maison Hightower. Cette dualité entre divertissement et horreur de la guerre est omniprésente durant la bataille, et la série la maîtrise à la perfection. Au-delà de tout cela, ce qui donne véritablement tout son éclat à cette séquence, ce sont les moments clés impliquant les personnages au cœur de l'action. Ormond finit par trouver Ulf évanoui dans les latrines. Il traîne le bâtard dans la rue, lui gueulant dessus et le rouant de coups alors que son pantalon est baissé sur ses chevilles. Au regard venimeux qu'Ulf lui lance, on comprend immédiatement qu'il a commis une énorme erreur. La conséquence ne se fait pas attendre, quelques minutes plus tard, par pur dépit, Ulf réduit en cendres non seulement l'armée des Noirs, mais aussi la ville et les troupes Hightower. Roddy a lui aussi son heure de gloire. Voyant que les portes sont ouvertes, il décide que la meilleure façon de mourir en héros est de charger tête baissée vers Ormond en personne. Les deux hommes s'affrontent sur les remparts dans un combat brutal. Roddy fracasse le visage de Ormond avec son bouclier avant que le seigneur Hightower ne tranche le bras de Roddy. Mais cela n'arrête pas Roddy, pas plus que dans le livre. Il projette Ormond contre le mur et lui plante sa lame dans le... Oui, dans le cul, lui lançant qu'il vient de se faire bien baiser par le Nord, au moment même où Aile d'Argent survole la scène et embrase la plateforme sur laquelle il se trouve. Roddy hurle de joie, Ormond hurle de terreur, un moment anthologique pour la série. Il y a aussi la tentative de Daeron de libérer son dragon. Impatient de rejoindre le combat, Daeron se précipite vers le set pour détacher Tessarion et prendre son envol. Son oncle Gwen tente de l'en empêcher, mais leur dispute est interrompue par l'offensive de Ulf. Ils sortent en trombe, plein d'espoir en voyant Ulf attaquer les Noirs, un espoir qui s'effondre toutefois lorsque le bâtard retourne son attaque surprise contre la ville. Pendant que tout cela se déroule, Daemon croise la route de Jon Roxton et se retrouve largement surpassé. Roxton est plus imposant, plus brutal et possède lui aussi une épée en acier valérien capable de rivaliser avec Noirceur. Bien que Daemon compte parmi les combattants les plus aguerris de Westeros, il ne faut pas oublier qu'il approche de la cinquantaine à l'époque de la danse des dragons. Il n'a plus la même vigueur qu'autrefois, et Roxton tire pleinement parti de son avantage physique. Le prince vaurien frôle la mort avant que des débris ne s'effondrent sous le feu du dragon, les séparant ainsi l'un de l'autre. Lorsque Daemon reprend connaissance, il est entouré par l'horreur absolue de ce que le feu du dragon de Ulf a déchaîné. La ville brûle et gît en ruine. Ses habitants errent dans les rues, souffrant de terribles brûlures et pleurant leur mort. Daemon erre parmi eux, agissant davantage comme une bête que comme un homme tout en affrontant les traînards du camp Hightower jusqu'à ce que Corlys, Oscar et Ali le retrouvent et qu'il fuit la ville. Les conséquences de la bataille se manifestent peu à peu. Le dragon de Daemon chasse Ulf et Aile d'Argent loin de Chutebourg, suivi par Vermithor. Roxton découvre le cadavre calciné de Ormond dans les décombres des remparts. À l'extérieur de la ville, des soldats marqués par les combats errent dans des champs carbonisés, tels des zombies. Hugh retrouve sa femme, Kat, morte. Nous ne l'avions aperçue que brièvement durant la bataille lorsqu'un soldat Hightower l'avait poussée vers des loups de l'hiver pour s'en servir de bouclier humain. Elle n'a pas survécu à cet affrontement. Le fait que Hugh ait abandonné son poste à Port-Réal pour se retrouver à Chutebourg lors de cette bataille est tragique. Il n'a pas réussi à sauver son épouse et il ne fait guère de doute que Rhaenyra considérera sa désertion comme une trahison, bien qu'il ait combattu pour le camp des Noirs. C'est un changement majeur par rapport à l'œuvre originale pour le personnage de Hugh, qui, dans le livre, trahit son camp aux côtés de Ulf et incendie la ville. Bien que j'aurais préféré que la série ne prive pas Hugh de ce qui constitue le moment le plus marquant de son parcours, je ne suis pas aussi contrarié que je l'aurais cru, tant la mise en scène de la bataille et du rôle joué par Ulf a été réussie. Si je n'avais pas lu Feu et Sang, je n'aurais eu le sentiment qu'il manquait quoi que ce soit à cette séquence. C'est bien différent pour Daeron. Gwen reprend connaissance et rampe au sol en appelant son neveu. Le final laisse le sort de Daeron en suspens, mais je doute fort qu'il soit réellement mort. Il serait illogique que la série introduise ce personnage et son dragon dans la saison 3 sans même nous les montrer en train de voler ensemble. Dans le livre, Daeron et Tessarion participent à cette bataille. Ils jouent ensuite un rôle encore plus important dans un autre affrontement ultérieur, que nous verrons presque certainement dans la saison 4. C'est un peu décevant de ne jamais voir Daeron participer à la première bataille, ni même partager la moindre scène avec son dragon en dehors du septuaire où elle est restée enfermée toute la saison. Toutefois, cet épisode final est suffisamment réussi pour que je puisse passer outre, à condition que la série finisse par nous offrir ce moment fort la saison prochaine. L'épisode s'achève sur un retour à Port-Réal où Elaena se lève, l'air souffrant et épuisé. Elle se dirige lentement vers la fenêtre avant que la scène ne bascule sur Rhaenyra revenant de son discours devant la foule d'un pas alerte. La satisfaction de la reine est de courte durée et Linda Massey la réclame en urgence, faisant écho à la scène du début de l'épisode avec Orwyle. Même lorsque Rhaenyra semble victorieuse, la situation continue de lui échapper. On aperçoit brièvement Alicent observant un nuage de papillons bleus s'envoler soudainement des buissons près de son campement dans le Conflent.
Même si Olivia Cook m'a manqué dans ce final, cet épisode était si dense que cette brève apparition d'Alicent semble tout à fait justifiée. Je suis ravi de voir son intuition s'éveiller et lui signaler que quelque chose ne tourne pas rond, avant que la vérité n'éclate à Port-Réal. Rhaenyra se rend dans la chambre de Elaena et découvre que sa demi-sœur a mis fin à ses jours en se jetant dans le vide, refusant de se laisser emprisonner, elle et l'enfant qu'elle portait. Aucun remords ne se lit sur le visage de Rhaenyra, alors qu'elle évalue la situation. Au contraire, elle ne manifeste le moindre intérêt qu'en apercevant la tapisserie que Elaena est en train de tisser en y reconnaissant une scène représentant la mort de cette dernière. Elle observe l'image suivante, on y voit Rhaenyra sur le trône de fer entourée de flammes et baignant dans un flot de sang, tandis que se dressent vers le ciel les mains de désespérés et les gueules de dragons. La malédiction lancée par Baela à l'encontre de Rhaenyra se vérifie, rien ne compte pour elle, à moins que cela ne serve ses propres desseins. La saison 3 s'achève sur Rhaenyra Targaryen, désormais figure de méchante, refermant la fenêtre par laquelle sa demi-sœur vient de se donner la mort. Une conclusion amère, parfaitement en phase avec ces terribles guerres civiles, alors qu'elle sombre dans un abîme encore beaucoup plus profond. C'est la Rhaenyra que je voulais voir depuis tellement longtemps, et je suis hyper content de enfin la voir sur son véritable jour. J'espère que la saison 4 nous la représentera encore plus profondément dans ce sombre personnage. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.